vends mon vélo. Maman a besoin d'argent pour acheter de la nourriture. » Ces mots sont sortis des lèvres d'une petite fille blonde de 7 ans, ses petites mains tremblantes tenant un panneau en carton fait main. Arthur Lefebvre, PDG millionnaire, avait arrêté son BMW de luxe sur le trottoir après avoir été témoin d'une scène improbable. Une enfant vendant son vélo rose au coin d'une rue résidentielle de Lyon. « Combien veux-tu pour ton vélo, ma chérie ?» demanda Arthur, encore sous le choc. « 50 €, monsieur, » répondit Élodie Dubois, les larmes scintillant dans ses yeux bleus. « Maman a perdu son travail il y a 3 semaines. Je l'entends pleurer chaque nuit. Elle a dit à grand-mère au téléphone qu'il ne nous restait que 18 € avant qu'elle ne retrouve un emploi. » Arthur sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce vélo rose, avec son panier en osier décoré de marguerites, était clairement le bien le plus précieux de la petite fille, et elle était prête à le sacrifier par amour. « Quel est le nom de ta mère ?» demanda-t-il, un étrange sentiment de familiarité l'envahissant. « Claire Dubois. Elle travaillait autrefois dans une grande entreprise informatique, mais elle a été licenciée sans explication. » Ce nom frappa Arthur comme un éclair. Claire Dubois. Pourquoi ce nom lui semblait-il si familier? Il ne le savait pas encore, mais il était sur le point de découvrir une vérité dévastatrice qui changerait 3 vies pour toujours. Sans hésitation, Arthur sortit 300 € de son portefeuille. « Je pense que 300 € est un prix juste pour un vélo aussi spécial. » Cet acte de générosité n'était que le début d'une histoire d'amour, de rédemption et de famille que aucun des 3 ne pouvait imaginer. Ce qu'Arthur découvrirait à propos de Claire dans les heures à venir allait bouleverser son monde et révéler la plus grande erreur de son entreprise. Une histoire qui prouve que les miracles peuvent commencer avec un simple vélo rose. Les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les rideaux usés de l'appartement 2B de la résidence Les Jardins de l'Érable. Un complexe modeste au cœur de Lyon. La petite Élodie Dubois, 7 ans, était réveillée depuis des heures. Son petit corps pressé contre la fine cloison de la chambre séparant le salon, où elle pouvait entendre les sanglots étouffés de sa mère. Ces sons étaient redevenus un rituel nocturne depuis 3 semaines. Depuis ce terrible appel téléphonique qui avait tout changé, les cheveux blonds d'Élodie étaient emmêlés par ses tournants et mouvements dans le lit. Ses yeux bleus étaient cernés par l'inquiétude qu'aucun enfant ne devrait porter. Elle serrait contre sa poitrine son lapin en peluche préféré, Monsieur Moustache, en écoutant les murmures brisés de sa mère Claire au téléphone. « Je ne sais pas ce qu'on va faire, maman. Le loyer est dû lundi, et après avoir acheté des courses hier, il ne me reste exactement que 18,37 €. J'ai postulé à 15 emplois cette semaine et personne ne m'a rappelé à cause de ce licenciement sur mon dossier. » Ces mots perçaient le cœur innocent d'Élodie comme des éclats de verre. Elle ne comprenait pas complètement ce que signifiait « licenciement », mais elle savait que c'était la raison pour laquelle sa belle et forte mère pleurait chaque nuit. Elle savait que c'était pour cela qu'elles avaient mangé des tartines au beurre et au fromage pendant 3 dîners consécutifs. Elle savait que c'était pour cela que les yeux verts de sa mère, autrefois si brillants et pleins de rire, reflétaient maintenant une tristesse désespérée qui faisait mal à sa poitrine. Alors que le soleil du matin peignait des bandes dorées sur le sol de sa petite chambre, Élodie prit une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de 2 autres personnes, de façon qu'elle ne pouvait imaginer. Elle allait vendre son bien le plus précieux, le vélo rose avec panier en osier que sa mère avait économisé pendant des mois pour lui offrir pour son 7e anniversaire, seulement 8 mois auparavant. Ce n'était pas n'importe quel vélo. C'était un magnifique vélo, Peugeot rose, avec un panier blanc en osier, décoré de marguerites artificielles et de rubans roses qui dansaient dans le vent lorsqu'elle roulait. Sa mère l'avait trouvé dans une boutique d'occasion et avait passé des semaines à le restaurer, repeignant les rayures,
remplaçant la selle usée par une nouvelle recouverte de tissu avec de petits papillons, et ajoutant le panier et les rubans en surprise. Lorsque Claire avait roulé le vélo pour le matin de l'anniversaire d'Élodie, mère et fille avaient versé des larmes de joie. Maintenant, alors qu'Élodie faisait doucement descendre le vélo dans l'escalier étroit de l'immeuble, chaque pas résonnait de détermination mêlée de chagrin. Ses petites mains tremblaient en tenant le guidon, et plus d'une fois, elle dut s'arrêter pour essuyer des larmes qui menaçaient de brouiller sa vision. Mais elle avançait, portée par un amour si pur et désintéressé qu'il aurait humblement impressionné les anges. Élodie avait passé la majeure partie de la veille à fabriquer un panneau avec des marqueurs et du carton qu'elle avait trouvé dans la poubelle de recyclage. Dans son écriture soigneuse de petite fille de 7 ans, elle avait écrit « Vends mon vélo. Maman a besoin d'argent pour acheter à manger. » Elle avait décoré les coins avec de petits cœurs et des fleurs, sans comprendre pleinement qu'elle allait briser son propre cœur pour essayer de soulager celui de sa mère. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans le quartier résidentiel huppé de Lyon, Arthur Lefebvre, 34 ans, se tenait dans sa vaste cuisine en marbre, la lumière du matin traversant les fenêtres du sol au plafond qui offrait une vue sur des jardins parfaitement entretenus et une piscine qui n'avait jamais accueilli de fête ni résonné des rires d'enfants. La cuisine elle-même était un chef-d'œuvre de design moderne, plans de travail en granit, appareils en inox qui ressemblaient plus à des sculptures qu'à des objets fonctionnels, et des placards remplis de vaisselle de luxe jamais utilisés pour un repas familial. Arthur sirotait son café noir habituel dans une tasse en cristal, valant plus que ce que dépense une famille en course en un mois. À 34 ans, il avait construit Lefebvre Technology, passant d'une petite start-up dans son garage à l'une des entreprises de logiciels les plus prospères de Lyon. Avec des clients dans le monde entier et des revenus annuels de plusieurs centaines de millions, Forbes l'avait inclus 3 années consécutives dans son classement 40 under 40 et sa fortune personnelle dépassait 50 millions d'euros. Mais le succès avait un coût dévastateur. La maison de 500 mètres d'Arthur ressemblait plus à un musée qu'à un foyer, avec ses murs blancs stériles, son mobilier minimaliste choisi par un designer d'intérieur coûteux et des pièces qui résonnaient de vide plutôt que de vie. Il n'avait pas d'amis, seulement des collègues d'affaires. Il n'avait pas de famille, ses parents étant morts dans un accident de voiture quand il avait 25 ans, le laissant héritier de leur fortune, mais totalement seul au monde. Il n'avait jamais été amoureux, jamais ressenti la chaleur d'une véritable connexion humaine, jamais expérimenté la joie simple de partager un repas avec quelqu'un qui se souciait de lui en tant que personne plutôt qu'en tant qu'opportunité d'affaires. Le reflet d'Arthur dans le miroir du couloir montrait un homme qui possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un costume Armani, parfaitement ajusté, des chaussures en cuir italien coûtant plus que le loyer mensuel de beaucoup de familles, une montre Rolex étincelante de précision froide à son poignet. Mais ses yeux marron foncé, que les magazines économiques décrivaient comme perçants et imposants, reflétaient un vide profond qu'aucune richesse ne pouvait combler. Son téléphone vibrait sans cesse avec des notifications, des emails concernant les projections trimestrielles, des demandes de réunion, des affaires urgentes exigeant son attention immédiate. Arthur y jetait à peine un coup d'œil en attrapant ses clés de BMW sur le plan de travail en granit. Dans son monde, tout était urgent, tout était critique, et chacun était remplaçable s'il ne respectait pas ses standards stricts. La semaine précédente, Arthur avait licencié 3 employés pour n'avoir pas atteint les objectifs de productivité. Il avait annoncé la nouvelle avec le même détachement émotionnel qu'il aurait eu pour discuter des résultats trimestriels, considérant les ressources humaines comme de simples ressources à optimiser ou à écarter selon les besoins de l'entreprise.
L'un des employés licenciés était une femme dont il ne se souvenait même plus du nom. Quelque chose comme W. Dubois Williams. Peu importait. Dans le monde soigneusement compartimenté d'Arthur, les employés étaient des chiffres sur des tableaux Excel, des variables dans des équations de profit, rien de plus. Alors qu'Arthur naviguait dans les rues bordées d'arbres de Lyon ce samedi matin, au volant de sa BMW Bleu Nuit, son esprit a été absorbé par les calculs habituels, les projections du marché, l'analyse des concurrents, les stratégies d'expansion. Il empruntait son raccourci habituel à travers les quartiers résidentiels pour éviter la circulation du week-end en direction de son bureau, où il prévoyait de passer une journée solitaire à examiner des rapports et planifier la prochaine période de croissance agressive. L'air du matin était vif et clair, typique du printemps lyonnais quand la ville se réveillait après un bref hiver. Les joggeurs étaient déjà sur les trottoirs. Les familles commençaient à sortir pour les activités du week-end et le monde semblait pulser de vie et de connexion, des choses qu'Arthur observait, mais n'avait jamais réellement expérimentées. C'est alors qu'il la vit. Élodie Dubois se tenait au coin de la rue de l'Érable et de l'avenue des Pins, sa petite silhouette presque écrasée par le vélo rose à ses côtés. Elle s'était positionnée stratégiquement à l'intersection la plus fréquentée du quartier, son panneau en carton fait main appuyée contre le cadre du vélo. La scène était si inattendue, si innocemment déchirante, qu'Arthur ralentit et se gara sur le trottoir avant même d'avoir consciemment pris la décision. Alors qu'Arthur sortait de son véhicule de luxe, ses chaussures en cuir italien résonnant sur le pavé usé, le contraste entre son monde et celui d'Élodie devint immédiatement frappant. Voici un homme dont le costume coûtait plus que le revenu mensuel de certaines familles, approchant une petite fille de 7 ans en jean délavé, avec des patchs aux genoux et un t-shirt qui avait clairement connu des jours meilleurs. Les cheveux blonds d'Élodie étaient attachés en couette légèrement déséquilibrée, maintenus par des élastiques, plutôt que par des accessoires sophistiqués. Et ses petites baskets étaient éraflées par les aventures au parc. Mais ce qui frappa le plus, Arthur n'était pas la différence de condition. C'était la dignité avec laquelle cette petite fille se tenait. Malgré sa nervosité évidente face à cet inconnu imposant, Élodie se tenait droite, le menton levé, avec une fierté qui aurait impressionné la royauté. Ses yeux bleus, bien que remplis d'appréhension, le regardèrent directement avec une honnêteté qu'Arthur réalisa ne pas avoir rencontrée depuis des années dans le monde des affaires. « Bonjour, ma chérie, » dit Arthur, sa voix s'adoucissant automatiquement, ce qui le surprit lui-même. Il se pencha pour se mettre à la hauteur des yeux d'Élodie, comprenant instinctivement que sa taille pourrait intimider une si petite enfant. « Que fais-tu toute seule ici? » Élodie serra un peu plus son panneau, sa petite voix à peine audible mais ferme dans sa détermination. « Je vends mon vélo, monsieur. Ma maman a perdu son travail il y a 3 semaines et nous n'avons plus d'argent pour acheter à manger. Je l'ai entendue pleurer hier soir et elle a dit à grand-mère au téléphone qu'il ne nous restait que 18 € avant qu'elle ne retrouve un emploi. » Ces mots frappèrent Arthur comme un coup physique. Quand avait-il parlé pour la dernière fois à un enfant? Quand avait-il été regardé avec une telle confiance innocente? Une absence totale de calcul ou de manipulation. Dans son monde des affaires, chaque conversation était une négociation, chaque relation transactionnelle. Mais cette petite fille lui parlait avec une honnêteté pure et désarmée, perçant son armure émotionnelle soigneusement construite comme un couteau traversant de la soie. « Ta mère a perdu son travail ?» demanda doucement Arthur, bien qu'une partie de la situation commençât à le troubler. « Quel est le nom de ta mère, mon petit cœur? » « Claire Dubois, » répondit Élodie, se balançant inconsciemment sur ses petits pieds comme font les enfants quand ils sont nerveux, mais essayant d'être courageuse. Elle travaillait dans une grande entreprise informatique. Elle aimait vraiment son travail et elle était très compétente.
Elle aidait les gens avec leurs problèmes d'argent et s'assurait que tout était correct. Mais ils l'ont licenciée et elle ne comprend pas pourquoi. Elle pleure chaque nuit en pensant que je dors, mais je peux l'entendre à travers les murs de notre appartement. Le nom Claire Dubois frappa la conscience d'Arthur comme un éclair, envoyant des ondes de choc à travers sa mémoire. Où avait-il entendu ce nom auparavant? Pourquoi lui semblait-il si familier? Il étudia le visage sérieux d'Élodie, notant l'intelligence qui brillait dans ses yeux bleus vifs. La manière dont elle s'exprimait avec une articulation et une maturité remarquables pour quelqu'un de si jeune. La façon soigneuse dont elle choisissait ses mots pour expliquer une situation clairement au-delà de sa pleine compréhension. Elle semble être une mère merveilleuse, dit prudemment Arthur, son esprit s'activant pour replacer ce nom. Et tu es ici pour essayer de l'aider en vendant ton vélo? Élodie hocha la tête solennellement, sa petite main tapotant affectueusement la selle du vélo. C'est la chose que je préfère dans tout le monde. Maman a économisé pendant des mois et des mois pour me l'acheter pour mon anniversaire. Elle l'a trouvé dans un magasin spécial et l'a entièrement réparé elle-même, peint de cette jolie couleur rose et a mis le panier avec les fleurs et tout. Elle a travaillé si dur pour le rendre parfait pour moi. Arthur sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Une sensation si étrange et inattendue qu'il eut un véritable souffle coupé. Voilà cet enfant beau et innocent, prêt à sacrifier ce qu'elle aimait le plus au monde pour soulager le fardeau de sa mère. La générosité d'esprit, l'amour désintéressé, le courage qu'il devait falloir pour quelqu'un d'aussi petit pour prendre une telle décision. C'était écrasant. « Combien veux-tu pour ton vélo, ma chérie? » demanda Arthur, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Élodie mordit à sa lèvre inférieure, n'ayant clairement pas réfléchi entièrement à cette partie. Elle regarda son vélo, puis Arthur, ses yeux bleus remplis d'incertitude. « Je ne sais pas vraiment, monsieur. Peut-être 50 €. Est-ce trop? Je veux juste aider ma maman pour qu'elle n'ait plus à pleurer. » 50 € semblaient beaucoup pour Arthur, mais il ignorait si c'était suffisant pour aider avec la nourriture et le loyer. La gorge d'Arthur se noua d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. Cet enfant précieux était prêt à abandonner son bien le plus cher pour 50 €, somme qu'il dépensait probablement pour un déjeuner sans y penser. L'innocence de sa demande, l'espoir dans sa voix, sa manière de parler pour vouloir arrêter les larmes de sa mère. Tout cela faisait tomber les murs dans son cœur qu'il n'avait même pas réalisé avoir construit. En plongeant la main dans son portefeuille, Arthur sortit 4 billets de 100 € tout neufs. L'argent ne représentait rien pour lui. Il devait probablement en avoir davantage en monnaie dans les porte-gobelets de sa voiture. Mais il savait que, pour cette petite fille et sa mère, cela pouvait faire la différence entre avoir un toit sur la tête et dormir dans la rue. Je pense que 300 € est un prix juste pour un vélo aussi spécial, dit Arthur doucement en tendant l'argent. Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent comme des assiettes, sa petite bouche s'ouvrant dans un choc absolu. Elle fixait les billets dans la main d'Arthur comme s'ils étaient des artefacts magiques venus d'un autre monde. 300 €? Mais monsieur, c'est tellement d'argent. Vous êtes sûr? Je ne pense pas que mon vélo vaille autant. J'en suis absolument certain, répondit Arthur, la voix chargée d'émotions qu'il peinait à contrôler. Ce vélo est très spécial parce qu'il a été aimé par quelqu'un de très spécial. Et ta mère a énormément de chance d'avoir une fille aussi attentionnée et courageuse. Ce qui se passa ensuite changea la vie d'Arthur Lefebvre à jamais. Élodie, les larmes de pure joie coulant sur ses joues, jeta ses petits bras autour du cou d'Arthur dans une étreinte brève, mais remplie d'une gratitude et d'une affection innocente, si intense qu'Arthur sentit les dernières smures de son cœur s'effondrer en poussière. Personne ne l'avait embrassé depuis des années. Personne ne l'avait touché avec une affection sincère,
plutôt qu'un intérêt calculé. La sensation de ses petits bras autour de son cou, l'odeur du shampoing d'enfant dans ses cheveux, la chaleur de son petit corps contre son costume cher. Tout cela réveilla en Arthur quelque chose qu'il pensait mort depuis longtemps. « Merci, monsieur. Merci infiniment », s'exclama Élodie, se reculant pour lui sourire à travers ses larmes. « Maman va être tellement heureuse. On peut acheter à manger, payer le loyer et peut-être même remettre l'électricité. Vous êtes comme un ange. » Avant qu'Arthur ne puisse répondre, Élodie courait déjà vers l'immeuble, l'argent serré dans son petit poing, sa voix lui parvenant portée par la brise matinale. « Maman, maman, viens vite, l'homme le plus gentil du monde a acheté mon vélo. » Arthur resta seul sur le trottoir, fixant le vélo rose avec son panier de marguerites et ses rubans flottants. Le nom Claire Dubois résonnait dans son esprit comme une cloche qui ne voulait pas cesser de sonner. Quelque part dans sa mémoire, il savait que ce nom était important, et le contexte comptait. Tandis qu'il chargeait soigneusement le vélo dans le spacieux coffre de sa BMW, il ne pouvait chasser l'image des larmes de gratitude d'Élodie, ni la sensation de ses petits bras autour de son cou. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Arthur Lefebvre rentra chez lui, en pensant à autre chose qu'au travail. Ce soir-là, il s'assit dans son bureau à domicile, entouré de fenêtres du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur Lyon, alors que le soleil se couchait derrière les collines au loin. Le bureau était un temple à son succès. Les murs tapissés de trophées et de plaques de reconnaissance. Un massif bureau en acajou ayant appartenu autrefois à un baron du chemin de fer. Des premières éditions reliées de classiques de gestion qu'il avait lus, mais jamais vraiment intégrés sur le plan émotionnel. Mais au lieu d'examiner le rapport trimestriel étalé sur son bureau, Arthur fixait le vélo d'Élodie, qu'il avait placé dans un coin de la pièce pour pouvoir le voir. La peinture rose semblait briller sous la lumière de la lampe, et les marguerites artificielles dans le panier paraissaient presque réelles dans la douce illumination. Chaque fois qu'il le regardait, il entendait la voix d'Élodie. Maman a économisé pendant des mois et des mois. Elle a travaillé si dur pour que ce soit parfait pour moi. Le nom Claire Dubois le hantait toute la journée, tournant dans son esprit comme un oiseau de proie. Finalement incapable de se concentrer sur autre chose, Arthur prit son téléphone et appela Jeanne Martin, sa directrice des ressources humaines, sur son numéro de domicile. « Jeanne, c'est Arthur. Désolé de te déranger un samedi soir, mais j'ai besoin que tu récupères le dossier d'une employée dès lundi matin. Claire Dubois, elle a été licenciée récemment. » La surprise de Jeanne Martin se fit immédiatement entendre dans sa voix. « Monsieur Lefebvre, tout va bien? Il est inhabituel que vous appeliez pour des questions de personnel pendant le week-end. Contente-toi de récupérer le dossier, Jeanne. J'ai des questions concernant son licenciement qui nécessitent des réponses immédiates. » Arthur passa un week-end agité, sa routine habituelle de séances de sport solitaire, de repas gastronomiques pris seuls et d'heures de lecture de revues professionnelles, complètement perturbées par les pensées d'une petite fille de 7 ans et de sa mère. Il se mit à rechercher des statistiques sur les mères célibataires, à consulter des informations sur le chômage à Lyon, et même à appeler un magasin de vélos local pour se renseigner sur le processus de restauration des vélos pour enfants. Aucune de ces activités n'avait de sens pour lui, mais il ne pouvait s'arrêter. Le lundi matin arriva sous un soleil typique de Lyon, mais Arthur était déjà dans son bureau à 6 heures. Ce qui surprit même sa dévouée assistante, Margot Chenot, employée depuis 12 ans et pensant connaître toutes les habitudes de son patron. Lorsque Jeanne Martin frappa à sa porte exactement à 8 heures, son expression était troublée. Elle tenait un dossier Manning dans ses mains et son assurance habituelle semblait ébranlée. « Monsieur Lefebvre, j'ai le dossier de Claire Dubois que vous avez demandé, mais je crains de devoir vous communiquer des informations très inquiétantes. » Arthur lui fit signe de s'asseoir en face de son bureau, notant la façon dont Jeanne serrait le dossier
comme s'il contenait quelque chose de toxique. « Raconte-moi tout », ordonna-t-il sur son ton habituel de chef d'entreprise, bien que son cœur battait plus vite que la normale. Jeanne ouvrit le dossier avec une évidente réticence. Claire Dubois avait été employée chez nous pendant 3 ans en tant qu'analyste financière senior. Ses évaluations de performance étaient exemplaires, régulièrement classée parmi les 10% les plus performantes de son département. Elle n'avait jamais eu de problème disciplinaire, n'avait jamais manqué de délai, et ses collègues louaient systématiquement son éthique de travail et son souci du détail. Arthur fronça les sourcils. Alors, pourquoi a-t-elle été licenciée? Le visage de Jeanne devint pâle. « Monsieur, je crains qu'elle ait été licenciée par erreur. Il y a 3 semaines, nous avons mis à jour notre logiciel RH. Lors de la migration des données, un bug a confondu les numéros d'identification des employés. L'idée de Claire Dubois a été mélangée avec celui d'Amanda Williams, qui était licenciée pour détournement de fonds. L'ordre de licenciement a été envoyé sous le nom de Dubois au lieu de Williams. » Ces mots frappèrent Arthur comme un train de marchandises. Il agrippa le bord de son bureau, les jointures blanchissant, alors que la pleine magnitude de l'erreur lui tombait dessus. « Vous me dites que Claire Dubois a été licenciée pour le crime de quelqu'un d'autre. » « Oui, monsieur. Amanda Williams volait dans la caisse et falsifiait les notes de frais. Elle a été licenciée à juste titre, mais le bug logiciel a fait que Claire Dubois a reçu la notification de licenciement à sa place. Au moment où nous avons réalisé l'erreur, Dubois avait déjà été escorté hors du bâtiment et ses badges d'accès désactivés. Nous lui avons envoyé une lettre de licenciement pour faute financière qu'elle n'avait jamais commise. » Arthur se sentit physiquement malade. La pièce semblait tourner autour de lui alors qu'il digérait cette vérité dévastatrice. Il avait, sans le savoir, détruit la carrière et le moyen de subsistance d'une femme innocente, laissant elle et sa fille dans une pauvreté désespérée. L'image d'Élodie vendant son vélo, de Claire pleurant chaque nuit, d'une enfant de 7 ans assumant des responsabilités d'adulte pour essayer de sauver sa famille. Tout cela était de sa faute. Pourquoi cette erreur n'avait-elle pas été détectée et corrigée immédiatement? La voix d'Arthur devint d'une froideur mortelle, le ton capable de faire trembler les cadres les plus expérimentés. Jeanne se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. « Monsieur, Claire Dubois a tenté à plusieurs reprises de contacter les RH pour contester le licenciement. Elle a appelé, envoyé des mails et même essayé de venir sur place pour parler à quelqu'un afin de corriger ce qu'elle disait être une erreur. Mais notre politique interdit de discuter des dossiers des employés licenciés et la sécurité a été instruite de ne pas la laisser revenir. On lui a dit que toutes les communications devaient en passer par des voies illégales, qu'elle ne pouvait pas se permettre d'engager. » Arthur se leva brusquement, marchant devant la fenêtre donnant sur le centre de Lyon. Quelque part dehors se trouvait l'immeuble où vivait Claire Dubois, où elle peinait à nourrir sa fille, où elle pleurait chaque nuit parce que son entreprise avait détruit sa vie par une incompétence négligente. « Obtenez-moi immédiatement l'adresse de Claire Dubois, » dit Arthur, la voix serrée par une émotion contrôlée. « Et Jeanne, si cette conversation sort de cette pièce avant que je décide comment agir, tu seras à la recherche d'un nouvel emploi avant le déjeuner. »« Oui, monsieur. Je vous aurai l'adresse dans l'heure. » Arthur passa le reste de ce lundi matin à passer des appels discrets à des avocats, à se renseigner sur la législation relative au licenciement abusif et à chercher comment réparer les dommages catastrophiques que son entreprise avait infligés à une famille innocente. Mais au-delà des implications juridiques, il était hanté par le souvenir du visage innocent d'Élodie, sa volonté de tout sacrifier pour le bien-être de sa mère, et la conscience qu'il était responsable de les avoir mises dans une situation aussi désespérée. Le lendemain matin, Arthur se tenait devant le complexe résidentiel de Maple Gardens,
tenant un grand bouquet de roses blanches et se sentant plus nerveux que lors de son premier conseil d'administration ou de sa première interview télévisée. L'immeuble contrastait fortement avec son quartier luxueux. Une modeste construction de 2 étages, la peinture s'écaillant sur les murs extérieurs, un petit terrain de jeu avec des équipements ayant connu des jours meilleurs, et un parking rempli de voitures. Maintenus plus par l'espoir et la détermination que par leur état mécanique. Mais il y avait quelque chose dans cet endroit que le quartier riche d'Arthur ne possédait pas. Des signes de vie réelle, des vélos d'enfants attachés aux rampes d'escalier, des carillons colorés suspendus au balcon, des jardinières et des fenêtres où les résidents avaient essayé d'embellir leur modeste environnement. Il était clair que les gens vivaient ici, vraiment vivaient ici, d'une manière que sa maison stérile n'avait jamais connue. Arthur monta les escaliers jusqu'au 2e étage, ses chaussures coûteuses résonnant sur les marches en béton. L'appartement 2B avait un petit paillasson décoré de tournesols et une couronne de fleurs en soie accrochée à la porte, des touches montrant que quelqu'un prenait fierté à créer un foyer malgré les contraintes économiques. Lorsque Claire Dubois ouvrit la porte, Arthur resta bouche bée. Même en jean usé et pull oversize, les cheveux blonds attachés simplement en queue de cheval et la fatigue visible dans ses yeux verts, elle était d'une beauté saisissante. Mais ce n'était pas seulement sa beauté physique qui le paralysait. Il y avait quelque chose dans son visage, une force et une résilience qui montraient qu'elle avait traversé des tempêtes qui auraient brisé des personnes moins fortes. Dignité dans sa posture, grâce dans ses mouvements malgré le stress évident, et intelligence qui brillait dans ses yeux malgré la fatigue. « Puis-je vous aider ?» demanda Claire avec prudence, sa voix portant la lassitude de quelqu'un ayant appris à se méfier des visiteurs inattendus. Elle se plaça instinctivement en protection dans l'encadrement de la porte, et Arthur réalisa qu'elle protégeait l'intérieur de l'appartement de sa vue. « Madame Dubois, je m'appelle Arthur Lefebvre. Je suis le PDG de Lefebvre Technologies et je crois que nous devons parler. » Le visage de Claire devint livide, sa main s'agrippant au cadre de la porte pour se soutenir. Arthur observa ses yeux verts se remplir d'un mélange de peur, de colère et de quelque chose qui pourrait être de l'espoir, bien qu'elle essayait clairement de le réprimer. « Si c'est à propos des papiers de règlement du licenciement, je les ai déjà signés, » dit Claire, sa voix contrôlée. « Je ne cherche aucun problème. Je veux juste trouver du travail et m'occuper de ma fille. »« Oh, Madame Dubois, vous ne comprenez pas, » répondit rapidement Arthur, remarquant la légère tremblement de sa voix malgré sa tentative de rester composé. « Je ne suis pas là pour des papiers de règlement. Je suis ici parce que mon entreprise a commis une erreur terrible et inexcusée. Vous n'auriez jamais dû être licencié. Votre licenciement était complètement erroné. » Avant que Claire ne puisse répondre, une petite voix s'éleva de l'intérieur de l'appartement. « Maman, qui est à la porte? » Élodie apparut aux côtés de sa mère, et son visage s'illumina immédiatement de reconnaissance et de joie. « Maman, c'est l'homme gentil qui a acheté mon vélo, celui qui m'a donné tout cet argent. » Arthur observa les yeux de Claire s'écarquiller alors que les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit. C'était l'acheteur mystérieux dont sa fille lui avait parlé, l'homme qui était apparu comme une réponse à ses prières et avait payé une somme extraordinaire pour l'ancien vélo d'Élodie. Mais c'était aussi le PDG de l'entreprise qui avait détruit leur vie. Les émotions contradictoires traversaient de son visage expressif, comme des conditions météorologiques changeantes. « C'est vous qui avez acheté le vélo d'Élodie ?» demanda Claire, la voix emplie de confusion et de ce qui pourrait être le début de la compréhension. « Oui, et j'aimerais beaucoup vous expliquer pourquoi. »« Puis-je entrer ? Je pense que nous avons beaucoup à discuter. » Amanda hésita un instant, ses instincts protecteurs luttant avec la curiosité et l'espoir désespéré
que cette visite inattendue puisse signifier un salut pour elle et Élodie. Finalement, elle s'écarta et fit signe à Arthur d'entrer. Le petit salon d'Amanda racontait leur lutte sans un mot. Le mobilier était propre, mais usé. Visiblement de seconde main, mais entretenu avec le soin que l'on met quand on sait qu'on ne peut pas se permettre de remplacer quoi que ce soit. Les livres d'enfants étaient soigneusement rangés sur des étagères improvisées faites de caisses en bois et de planches. Les murs étaient redécorés des dessins colorés d'Élodie plutôt que d'œuvres coûteuses. Une petite télévision trônait sur une table pliante, et la table basse était en réalité un vieux coffre recouvert d'un tissu cousu à la main. Malgré la modestie de leurs moyens, l'appartement irradiait chaleur et amour, d'une manière que la maison d'Arthur n'avait jamais connue. Chaque surface témoignait des soins d'une mère. Plaid tricoté à la main, drapé sur le mobilier. Fleurs fraîches du jardin du complexe arrangées dans un bocal en verre. Photographies d'Élodie, à différents âges, exposées sur chaque surface disponible. C'était un vrai foyer. Un lieu où l'amour vivait et grandissait malgré les difficultés financières. Arthur se sentit énorme et déplacé dans cet espace intime, comme un géant tombé dans une maison de poupée. Il s'installa mal à l'aise sur le bord du petit canapé, pleinement conscient de combien son costume devait coûter comparé à tout le reste de la pièce. Amanda s'assit en face de lui, sur une chaise placée, pour bénéficier de la meilleure lumière de la fenêtre pour lire, les bras serrés autour d'elle pour se protéger. Élodie s'installa sur le sol à proximité, avec un cahier de coloriage et un pot de crayon. Mais Arthur pouvait deviner qu'elle écoutait chaque mot, malgré son apparent focus sur son dessin. « Madame Dubois », commença Arthur, la voix lourde de regret. « Je vous dois les excuses les plus profondes qu'un être humain puisse adresser à un autre. Votre licenciement est le résultat d'une erreur logicielle lors de la mise à jour du système RH. Vous avez été confondu avec une autre employée qui était licenciée pour détournement de fonds. Vous n'auriez jamais dû perdre votre emploi. » Amanda le fixa longuement, assimilant l'information. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine contrôlée, tremblante de mois d'émotions refoulées. « Vous avez la moindre idée de ce que ces 3 dernières semaines ont été pour nous ?» demanda-t-elle. Arthur vit ses mains trembler dans son giron. « Savez-vous ce que c'est d'être escorté hors de votre lieu de travail comme un criminel? Que des agents de sécurité regardent pendant que vous emballez vos affaires personnelles dans un carton? De passer devant des collègues qui ne vous regardent même pas parce qu'ils pensent que vous êtes une voleuse. » Arthur sentit chaque mot comme un coup physique, mais il se força à maintenir le contact visuel, à être le témoin de la douleur que son entreprise avait causée. Amanda continua, sa voix gagnant en force avec la colère. « J'ai postulé à 63 emplois en 3 semaines. 63. Vous savez combien d'entretiens j'ai eus? 2. Et ils se sont tous terminés dès qu'on a appelé pour des références et entendu parler de mon licenciement pour faute financière. Ma fille a mangé des sandwichs au beurre de cacahuète au dîner parce que je n'avais rien d'autre à lui donner. Nous avons eu l'électricité coupée 2 fois. Le propriétaire nous a déjà signifié un avis d'expulsion. » Arthur vit les larmes s'accumuler dans les yeux d'Amanda, bien qu'elle refusât de les laisser couler devant lui. Sa fierté était évidente, même dans sa douleur, et cela lui serra la poitrine d'admiration et de culpabilité à parts égales. « Ma fille de 7 ans a vendu son bien le plus précieux parce qu'elle m'a entendu pleurer et voulait s'aider. » Amanda poursuivit. Elle se tenait sur un coin de rue, essayant de sacrifier les choses qu'elle aimait le plus dans le monde, parce que votre entreprise avait détruit ma réputation et nous avait laissés sans rien. Élodie leva les yeux de son cahier de coloriage, ses yeux bleus sérieux. « J'ai entendu maman parler à mamie au téléphone. Elle disait que nous devrions peut-être vivre dans notre voiture si elle ne trouvait pas vite du travail.
L'innocence de l'affirmation d'Élodie, livrée avec calme alors qu'elle continuait à colorier une maison avec une clôture blanche, brisa presque le cœur d'Arthur. Cette belle enfant vivait avec la peur très adulte du sans-abrisme, et c'était de sa faute. « Je veux réparer ça », dit Arthur avec sincérité, se penchant en avant sur sa chaise. « Je voudrais vous proposer de reprendre votre poste avec une augmentation de 30% en compensation de notre erreur et des difficultés que cela a engendrées. Vous recevrez également le salaire complet des 3 semaines durant lesquelles vous avez été injustement sans emploi, ainsi qu'une compensation supplémentaire pour le stress émotionnel que cette situation a causé. » Amanda resta silencieuse plusieurs minutes, fixant ses mains croisées dans son giron. Quand elle leva les yeux, quelque chose de féroce brillait dans ses yeux, rappelant à Arthur une lionne protégeant son petit. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle franchement. « Comment savoir que ce n'est pas juste un autre jeu corporatif? Que vous ne me licencierez pas à nouveau dès que cela vous sera commode? Comment savoir que vous ne cherchez pas simplement à éviter un procès pour licenciement abusif? » Arthur n'avait jamais eu son intégrité remise en question de façon aussi directe. Étrangement, il se surprit à respecter encore plus Claire pour cela. Dans son monde des affaires, les gens lui disaient ce qu'ils pensaient qu'ils voulaient entendre. Cette femme parlait vérité au pouvoir, exigeant des comptes de quelqu'un qui tenait l'avenir de sa famille entre ses mains. « Parce que, » dit lentement Arthur, choisissant soigneusement ses mots, « il y a 3 jours, je n'avais jamais regardé dans les yeux d'une petite fille de 7 ans vendant son vélo pour aider sa mère à payer la nourriture, en sachant que mon entreprise était responsable de la mettre dans cette situation. Parce que je n'avais jamais eu à faire face aux conséquences de traiter les employés comme des ressources jetables plutôt que comme des êtres humains avec des familles qui dépendent d'eux. Parce que je n'ai jamais ressenti une telle honte pour mes actions de toute ma vie. » Élodie leva à nouveau les yeux de son cahier de coloriage. « Vous avez l'air vraiment triste, monsieur Lefebvre. Ça va? » La simple question, posée avec une sincérité authentique par l'enfant qui l'avait involontairement blessé, faillit complètement désarmer Arthur. « Je suis triste parce que mon entreprise t'a fait du mal, à toi et à ta maman, ma chérie. Mais je vais faire tout ce que je peux pour arranger les choses. Je t'aime bien, » annonça Élodie avec l'honnêteté directe de l'enfance. « Vous avez été vraiment gentil avec moi quand vous avez acheté mon vélo. Et vous m'avez donné assez d'argent pour aider maman. Vous n'avez pas l'air méchant, comme quelqu'un qui ferait du mal exprès. » Claire étudia le visage d'Arthur attentivement, cherchant le moindre signe de tromperie ou de manipulation. Ce qu'elle vit à la place fut un véritable remords et quelque chose d'autre, une solitude qui reflétait d'une certaine façon la sienne, bien qu'elle ne comprît pas comment quelqu'un d'aussi riche et réussi pouvait comprendre ce que la solitude ressent. « Très bien, monsieur Lefebvre, » dit finalement Claire. « Je vais considérer votre offre, mais j'ai des conditions. Les nommer. Je veux une garantie écrite d'emploi pour au moins 2 ans, pas seulement 1. Je veux vous reporter directement, plutôt que de passer par les RH, puisqu'ils ne peuvent clairement pas être dignes de confiance pour gérer le personnel correctement. Et je veux votre assurance personnelle que ma fille et moi seront traités avec respect et dignité par tous dans votre organisation. » Arthur acquiesça sans hésitation. « Fait, tout. Quand pouvez-vous commencer? » « Lundi matin. Et, monsieur Lefebvre, je veux que la vérité sur ce qui s'est passé soit documentée par écrit, avec copie envoyée à l'inspection du travail et à la chambre de commerce. Je ne veux pas que cela arrive à quelqu'un d'autre. Absolument. Vous avez ma parole. » Alors qu'Arthur se préparait à partir, Élodie tira doucement sur la manche de son costume coûteux. « Monsieur Lefebvre, vous avez toujours mon vélo? » Arthur sourit. Le premier vrai sourire qu'Amanda avait vu de lui depuis son arrivée. « Oui, ma chérie, je le garde très précieusement.
C'est bien, dit Élodie solennellement. Il me manque parfois, mais je suis contente d'avoir pu aider maman. Peut-être qu'un jour, quand nous aurons économisé plus d'argent, je pourrai aller le voir. J'aimerais voir comment il va. Le cœur d'Arthur se serra face à cette demande innocente. Cet enfant remarquable se souciait du bien-être de son vélo, comme s'il s'agissait d'un animal qu'elle avait dû donner. Peut-être que nous pouvons trouver une solution encore meilleure que ça, dit-il doucement. Au cours des semaines suivantes, quelque chose de totalement inattendu commença à se développer entre Arthur et la famille Dubois. Ce qui avait commencé comme des obligations dictées par la culpabilité évolua lentement en quelque chose qu'Arthur n'avait jamais expérimenté auparavant. Une véritable amitié, et peut-être quelque chose de plus profond qu'il n'était pas prêt à nommer. Arthur se surprit à passer à leur appartement après le travail, initialement sous prétexte de vérifier la transition d'Amanda vers son retour au travail et de s'assurer qu'elle et Élodie s'adaptaient bien à leur nouvelle situation. Mais la vérité était plus compliquée et plus profonde qu'une simple gestion de culpabilité. Pour la première fois de sa vie adulte, Arthur expérimentait ce que cela faisait, de faire partie d'une famille. Amanda insistait pour qu'il reste dîner, servant des repas simples de soupe maison, pain frais et salade de légumes, cultivés dans de petits pots sur leur minuscule balcon. La nourriture n'avait rien à voir avec la cuisine gastronomique à laquelle il était habitué, mais elle avait meilleur goût que tout ce qu'il avait jamais mangé, car elle était préparée avec amour et partagée avec des personnes qui se souciaient réellement de son bien-être. Élodie le régalait de récits détaillés sur sa journée à l'école, son excitation pour une bonne note à un test d'orthographe, ses inquiétudes concernant une amie qui se faisait harceler, ses rêves de devenir vétérinaire pour aider les animaux malades. Elle lui montrait ses devoirs, rayonnait de fierté lorsqu'il louait ses dessins et commença progressivement à le traiter moins comme un adulte mystérieux que comme un membre bien-aimé de la famille. Pour Claire, la présence d'Arthur était au départ déstabilisante. Elle avait construit des murs autour d'elle et d'Élodie après l'abandon de Marc pendant sa grossesse, déterminée à prouver qu'elle pouvait tout gérer seule, qu'elle n'avait besoin de personne d'autre pour rendre sa petite famille complète. Mais l'intérêt véritable d'Arthur pour leur quotidien, sa patience face aux questions sans fin d'Élodie et sa vulnérabilité inattendue commencèrent à éroder ses défenses soigneusement construites. « Vous n'avez pas besoin de continuer à vérifier que tout va bien chez nous », dit Claire un soir, alors qu'Arthur aidait Élodie avec ses devoirs de maths à leur petite table de cuisine. La vue de cet homme puissant et riche, expliquant patiemment la division à un enfant de 7 ans, sa cravate coûteuse desserrée et sa veste déposée sur une chaise, était à la fois touchante et déconcertante. « Nous allons très bien maintenant, mieux que très bien en fait. » Arthur leva les yeux de la feuille de travail d'Élodie où il avait dessiné de petites illustrations pour l'aider à comprendre le concept des restes. « Je sais que je n'ai pas besoin de le faire. Je veux le faire. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une honnêteté tranquille, qui fit que Claire étudia son visage plus attentivement. Sous son extérieur poli, elle commençait à entrevoir l'homme qu'il aurait pu être si les circonstances avaient été différentes. Gentil, réfléchi, même joueur. Quand Élodie le convainquit de participer à des goûters élaborés avec sa collection de peluches, Claire demanda doucement, sincèrement curieuse. « Pourquoi vous souciez-vous autant de ce qui nous arrive ?» Arthur resta silencieux un long moment, observant Élodie effacer soigneusement une mauvaise réponse et recommencer le problème, la langue sortie de concentration. Quand il parla, sa voix portait une vulnérabilité que Claire n'avait jamais entendue chez lui. « Parce que j'ai passé toute ma vie d'adulte à construire des murs autour de moi, convaincu que le succès signifiait ne dépendre de personne, » dit lentement Arthur. « Je pensais que si je pouvais accumuler suffisamment de richesses, de pouvoir et de reconnaissance, je me sentirais accompli. Mais assise ici avec vous et Élodie, voyant combien d'amour existe dans ce petit appartement malgré tous les défis que vous avez affrontés,
Je réalise que je n'ai jamais vraiment vécu. J'ai juste existé. Claire sentit quelque chose bouger dans sa poitrine face à cette honnêteté brute. Cet homme puissant et intimidant révélait une facette de lui-même que peu de gens avaient probablement jamais vue. Mon père était un homme d'affaires prospère, continua Arthur, redressant distraitement les crayons d'Élodie, tout en parlant. Il a construit sa fortune en traitant chaque personne de sa vie comme un atout ou un passif. Les employés étaient dans des ressources à optimiser. Les relations familiales étaient des réseaux à exploiter. Même ma mère était plus une épouse trophée qu'une partenaire. Il m'a appris que les émotions étaient des faiblesses, que les hommes qui réussissent ne pouvaient se permettre. Élodie leva les yeux de son exercice de maths. Ça a l'air bien solitaire, monsieur Arthur. Le sourire d'Arthur était teinté de tristesse. C'était très solitaire, ma chérie. J'ai passé tant d'années à suivre son exemple que j'ai oublié comment me connecter aux gens. J'ai construit mon entreprise en utilisant ces méthodes, traitant les employés comme des chiffres sur des tableaux plutôt que comme des êtres humains avec des familles, des rêves et des peurs. Mais vous n'êtes plus comme ça maintenant, dit Élodie avec l'assurance confiante de l'enfance. Vous m'aidez avec mes devoirs et vous faites sourire maman quand elle prépare le dîner. Vous êtes gentil. Arthur sentit les larmes picoter ses yeux et des sensations si étrangères qu'il ne se reconnut presque pas. Être ici avec vous et votre maman m'apprend ce qui m'a manqué toute ma vie. Quand je vous ai vu sur ce coin de rue, quand j'ai réalisé ce que ma froideur avait coûté à votre famille, quelque chose s'est brisé en moi. Je ne veux plus être cette personne. Claire tendit la main à travers la petite table et posa sa main sur celle d'Arthur, les surprenant tous deux par ce geste. « Vous n'êtes pas cette personne, » dit-elle doucement. Cette personne ne se serait pas arrêtée pour aider une petite fille vendant son vélo. Cette personne n'aurait pas passé des semaines à s'assurer que tout allait bien pour nous. Cette personne ne serait pas assise dans notre cuisine à aider avec les devoirs au lieu de travailler tard dans un bureau d'entreprise. Le contact de la main de Claire transmit une chaleur qui monta le long du bras d'Arthur jusqu'à sa poitrine. Il retourna sa paume pour que leurs doigts s'entrelacent, admirant combien sa main s'ajustait parfaitement à la sienne. « Vous avez tous les deux changé ma vie, » murmura Arthur. « Je pensais que ma maison était impressionnante parce qu'elle était grande et chère. Mais ce n'est pas un foyer, c'est juste un bâtiment. Ceci, fit-il un geste autour de leur cuisine modeste, c'est ce que ressent un vrai foyer. » Au fil des semaines, leur amitié inhabituelle se transforma en quelque chose que personne n'avait prévu. Arthur commença à passer des week-ends entiers avec Claire et Élodie, aidant à faire les courses, assistant aux matchs de football d'Élodie et participant aux rituels domestiques simples qui composaient leur quotidien. Il apprit à cuisiner aux côtés de Claire, enseigna les échecs à Élodie et découvrit la profonde satisfaction que procure le fait d'être nécessaire et aimé pour ce qu'il était plutôt que pour ce qu'il pouvait fournir. Pour Claire, voir Arthur se transformer du PDG intimidant qui était apparu pour la première fois à sa porte en un homme doux et attentionné, c'était comme regarder une fleur éclore en accéléré. Elle commença à voir au-delà de sa richesse et de son pouvoir l'homme solitaire qui se cachait dessous. Quelqu'un qui n'avait jamais appris à faire partie d'une famille, mais qui était désireux d'apprendre. Élodie, avec l'adaptabilité de l'enfance, absorba simplement Arthur dans leur structure familiale, comme s'il avait toujours été là. Elle commença à lui montrer ses meilleures œuvres, à lui demander son avis sur des décisions importantes pour une fille de 7 ans, et à le traiter inconsciemment comme la figure paternelle qui avait manqué dans sa vie. Un samedi soir de fin octobre, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé de Claire en regardant le film préféré d'Élodie, Arthur fit une observation discrète qui changea tout. « J'ai repensé à quelque chose qu'Élodie a dit il y a quelques semaines, » dit-il, son bras autour des épaules de Claire alors qu'elle s'appuyait contre lui.
Elle m'a demandé pourquoi j'avais l'air triste, et j'ai réalisé que j'avais passé tant d'années dans un état d'engourdissement que j'avais oublié la différence entre tristesse et vide. Claire inclina la tête pour le regarder. Quelle est la différence? La tristesse signifie que tu es capable de ressentir de la joie. Le vide signifie que tu as renoncé aux deux. Ces mois passés avec toi et Élodie m'ont appris que j'étais vide, pas triste. Mais maintenant, il marqua une pause, cherchant ses mots. Maintenant, je ressens tout. De la joie quand Élodie obtient une bonne note. De la satisfaction quand nous préparons le dîner ensemble. De la fierté quand je te vois gérer des situations difficiles avec tant de grâce. Et autre chose, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Quoi? Murmura Claire. Arthur se tourna pleinement vers elle, ses yeux sombres intenses d'émotion. L'amour. Je t'aime, Claire. Je vous aime toutes les deux, toi et Élodie, et je ne peux plus imaginer ma vie sans vous. La confession resta suspendue entre eux, brute et honnête, terrifiante dans ses implications. Claire retint son souffle en assimilant ses paroles. « Arthur » souffla-t-elle, sa main venant toucher son visage. « Je sais que c'est compliqué » continua rapidement Arthur, comme s'il craignait qu'elle l'arrête. « Je sais que mes sentiments peuvent compliquer ton travail, et je sais que tu as toutes les raisons d'être prudente pour faire confiance à quelqu'un avec ton cœur. Mais je devais te dire la vérité. Ces derniers mois avec toi et Élodie ont été les plus heureux de toute ma vie. » Claire étudia son visage, voyant la vulnérabilité, l'espoir et la peur mélangés dans son expression. Cet homme puissant exposait son cœur, risquant le rejet par quelqu'un qui avait toutes les raisons de garder ses distances émotionnelles. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle enfin, tandis que le soulagement inondait ses traits. « J'ai essayé si fort de ne pas le faire, de me protéger, moi et Élodie, de la possibilité d'être à nouveau blessé, mais je n'y peux rien. Tu es devenu tout pour nous. » Leur premier baiser fut doux et hésitant. Des années de solitude et de murs soigneusement construits s'écroulèrent enfin. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux. « Regardez !» La voix excitée d'Élodie les fit se tourner vers la fenêtre. « Il neige !» La première neige de la saison tombait doucement à l'extérieur, recouvrant la cour de l'immeuble d'un blanc éclatant. Élodie pressa son visage contre la vitre, son souffle brouillant le verre, alors qu'elle regardait les flocons danser à la lumière des lampes du parking. « On peut aller attraper des flocons ?» demanda-t-elle, sautillant d'excitation. Arthur et Claire échangèrent un regard plein d'amour et de promesses. « Bien sûr, ma chérie, » dit Claire. « Mettons nos manteaux. » Ils s'emmitouflèrent dans leurs vêtements d'hiver, Arthur empruntant un des gros pulls de Claire puisqu'il n'était pas préparé pour la neige. Élodie bavardait avec enthousiasme sur les anges de neige et les batailles de boules de neige. Mais ce fut la vue d'Arthur et Claire, se tenant par la main en la suivant dehors, qui devint l'un des souvenirs les plus précieux d'Élodie. Ils passèrent 1 heure dans la cour à construire un petit bonhomme de neige avec des boutons en cailloux et une écharpe qu'Arthur donna galamment de son propre cou. Élodie riait en essayant d'attraper les flocons avec sa langue. Et Arthur les surprit tous les deux en initiant une bataille de boules de neige douces qui les laissa tous trois recouverts de blanc et essoufflés de rire. Quand ils retournèrent enfin à la chaleur de l'appartement, leurs joues étaient rouges de froid et leur cœur rempli de joie. Arthur aida Claire à préparer du chocolat chaud, pendant qu'Élodie enfilait son pyjama chaud. Assis ensemble sur le canapé, partageant leur boisson chaude et regardant la neige continuer de tomber à l'extérieur, Arthur réalisa que cette simple soirée contenait plus de bonheur authentique que tous ses succès professionnels réunis. Mais leur bonheur naissant allait bientôt être confronté à sa plus grande épreuve.
Un matin froid de février, Marc Lefebvre apparut à la porte de Claire sans prévenir. À 28 ans, Marc conservait encore le charme juvénile et le sourire facile qui avait attiré Claire à l'université. Mais quelque chose avait changé chez lui. Ses vêtements étaient plus chers que ceux dont Claire se souvenait, et son allure plus raffinée qu'à l'époque. Ses cheveux étaient recoiffés par un professionnel, et sa démarche respirait une confiance témoignant de succès récents. Mais sous cette apparence soignée, Claire pouvait percevoir quelque chose de désespéré dans ses yeux bruns, une faim qui la fit instinctivement reculer. « Bonjour, Claire », dit Marc, sa voix douce et maîtrisée, comme s'il avait répété ce moment. « Tu es magnifique. La maternité te va si bien. » Le sang de Claire se glaça à sa vue. 8 années de stabilité soigneusement construite semblèrent soudain fragiles, comme un château de cartes dans une tempête. « Que fais-tu ici, Marc? Tu n'as aucun droit de te présenter à ma porte sans prévenir. »« Allez, ne fais pas cette tête, » répondit Marc, son sourire ne vacillant jamais, alors qu'il passait devant elle dans l'appartement. Claire remarqua qu'il observait tout attentivement. Le mobilier modeste mais confortable, les photos de famille accrochées au mur, les signes d'une vie bâtie sans lui. « J'ai entendu par quelques amis communs de l'université que tu t'en sors bien maintenant. Tu as repris ton travail dans cette grosse boîte tech. Tu as déménagé dans un meilleur quartier. Je me suis dit qu'il était temps de reparler de la famille. » « Une famille? » La voix de Claire monta, incrédule et en colère. « Tu m'as abandonné alors que j'étais enceinte de 6 mois, Marc. Tu disais ne pas être prêt à être père, qu'un bébé ruinerait tes chances de réussir. Tu n'as aucun droit d'utiliser ce mot. » Avant que Marc ne puisse répondre, Élodie apparut dans l'embrasure du salon, encore en pyjama, serrant son lapin en peluche préférée. Elle s'arrêta en voyant l'inconnu, son radar d'enfant captant immédiatement l'attention dans la pièce. « Maman, » dit Élodie avec hésitation, « c'est qui? » Le cœur de Claire se serra en devant faire cette présentation. « Élodie, ma chérie, voici Marc Lefebvre. Il est ton père biologique. » Élodie inclina la tête, observant Marc avec l'attention scrupuleuse que les enfants utilisent quand ils perçoivent des émotions adultes qu'ils ne comprennent pas. Il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux, aucune étincelle de connexion. Cet homme était totalement étranger pour elle. « C'est toi qui es parti quand j'étais dans le ventre de maman ?» demanda Élodie avec une franchise déconcertante. L'expression confiante de Marc vacilla pour la première fois. « J'étais jeune à l'époque, ma petite. J'ai fait des erreurs, mais je suis là maintenant, et je veux me rattraper auprès de toi et de ta mère. J'ai un bon travail maintenant, un bel appartement à Paris. Je peux subvenir à vos besoins à toutes les deux comme vous le méritez. » Élodie prit le temps de considérer ces informations avec le sérieux qu'elle accordait à toutes les affaires importantes. « Je n'ai pas besoin que tu me racontes des histoires, » dit-elle enfin. « Arthur s'occupe de nous maintenant. Il me lit des histoires avant le coucher, m'aide pour mes devoirs et ne fait jamais pleurer maman. C'est mon vrai papa. » Ces mots frappèrent Marc comme un coup physique, et Claire vit le masque charmant de son ex se fissurer complètement. « Arthur? C'est qui ce Arthur? »« Arthur Lefebvre est mon employeur et notre ami, » répondit Claire avec précaution, ne voulant pas révéler l'ampleur de leur relation à Marc. « Il a été très bon pour nous. » Le rire de Marc était dur et amer. « Ton patron? Allez, Claire, je ne suis pas idiot. Tu couches avec ton riche patron, n'est-ce pas? Tu utilises notre fille pour te garantir une vie confortable avec un PDG Sugar Daddy. Comment oses-tu? » Claire répondit, sa voix glaciale et maîtrisée par la colère contenue. « Tu n'as absolument aucun droit de juger ma vie ni mes choix. Tu nous as laissés, Marc. Tu as choisi d'abandonner ta petite amie enceinte et ton enfant à naître
Parce que les responsabilités te dérangeaient. Tu ne peux pas revenir 8 ans plus tard et prétendre te soucier du bien-être d'Élodie. Je suis son père, Claire, dit Marc, sa voix prenant un ton menaçant et agressif. Son père biologique. J'ai des droits légaux, que tu le veuilles ou non. Il est peut-être temps que je commence à les exercer. Un tribunal pourrait être très intéressé par ton arrangement de vie avec ce Arthur. La menace flottait dans l'air comme un gaz toxique. Claire sentit ses jambes fléchir alors que les implications s'abattaient sur elle. Marc pouvait potentiellement demander la garde, déstabiliser la vie stable et aimante qu'elle avait construite pour Élodie, détruire le bonheur fragile qu'ils avaient trouvé avec Arthur. Élodie, percevant la tension adulte, même si elle ne la comprenait pas entièrement, se rapprocha de sa mère et glissa sa petite main dans celle de Claire. « Maman, je ne l'aime pas, » murmura-t-elle. « Il te fait peur. » Ce soir-là, lorsqu'Arthur arriva pour leur dîner habituel, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Claire était pâle et distraite, à peine touchant son assiette, tandis qu'Élodie se collait à son côté plus que d'habitude et lançait des regards inquiets vers la porte, comme si elle s'attendait à ce que l'inconnu désagréable revienne. « Que s'est-il passé ?» demanda Arthur doucement, après qu'Élodie eut été installée dans sa chambre avec un livre et ses peluches. Claire lui raconta le retour inattendu de Marc, ses menaces concernant la garde, ses insinuations sur leur relation et son intérêt évident pour leur situation financière améliorée. À mesure qu'elle parlait, Arthur sentit une colère monter dans sa poitrine, une rage protectrice qu'il n'avait jamais connue. Pas la froide colère des conflits professionnels, mais la fureur féroce d'un homme dont la famille était menacée. « Il ne pourra pas enlever Élodie de ton côté, » dit Arthur avec intensité contenue. « Je ne le permettrai pas. »« Tu ne comprends pas, » sanglota Claire, les larmes débordant enfin, alors que la fatigue accumulée de la journée la submergeait. « C'est son père biologique. Même s'il nous a abandonnés, les tribunaux pourraient lui donner raison. Surtout s'il me peint comme une mère incapable qui vit avec un homme avec qui elle n'est pas mariée. Il parle d'avoir un bon travail à Paris, de pouvoir subvenir à ses besoins. Et si le juge pense qu'elle serait mieux avec lui? » Arthur prit les mains tremblantes de Claire, sentant combien elles étaient froides malgré la chaleur de l'appartement. « Claire, regarde-moi. Élodie est avec toi. Tu es une mère incroyable. Quiconque passe 5 minutes avec toi voit combien tu l'aimes et combien elle t'aime. Aucun tribunal au monde n'enlèverait un enfant à un foyer aimant et stable pour le confier à quelqu'un qui l'a abandonné. » « Mais si ce n'est pas suffisant, » murmura Claire. « Et si ses avocats sont meilleurs que les miens? Et s'ils l'emmènent et que je ne la revois jamais? » Arthur la serra dans ses bras, sentant ses sanglots réprimés contre sa poitrine. L'idée de perdre Élodie, que cette magnifique enfant soit forcée de vivre avec un homme qui la voyait comme un pion dans un jeu pervers, était insupportable. « Alors, nous nous battrons contre lui, » dit Arthur fermement. « Ensemble, je ferai appel aux meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille de France si nécessaire. Je dépenserai chaque centime que je possède pour que Élodie reste là où elle appartient, avec toi, avec nous. »« Pourquoi ferais-tu ça pour nous ?» demanda Claire, la voix étouffée contre sa chemise. « Parce que je vous aime toutes les deux, plus que ma propre vie. Parce qu'Élodie est autant ma fille que si j'avais été là depuis sa naissance. Parce que cette famille, notre famille, est la chose la plus importante au monde pour moi. » Claire leva la main pour caresser son visage, ses doigts suivant la ligne forte de sa mâchoire. « J'ai peur, Arthur. Je ne peux pas la perdre. Elle est tout pour moi. »« Tu ne la perdras pas, » promit Arthur, sa voix empreinte d'une détermination farouche. « Je te le jure, Claire, sur tout ce que j'ai de sacré, tu ne la perdras pas. » La bataille pour la garde qui suivit fut plus brutale et émotionnellement dévastatrice
que tout ce que Claire avait pu imaginer. Marc avait engagé un avocat agressif, spécialisé dans les affaires familiales à conflits élevés. Et leur stratégie consistait à peindre Claire comme une femme opportuniste, utilisant sa fille pour manipuler un homme riche. Ils mirent en question sa compétence de mère, sa morale, ses motivations et ses conditions de vie, laissant Claire se sentir violée et exposée. Les audiences se prolongèrent pendant des semaines, chaque séance étant plus éprouvante émotionnellement que la précédente. L'avocat de Marc évoquait chaque aspect de la vie de Claire. Ses difficultés financières avant Arthur, sa maternité monoparentale, son licenciement de Stribling Technologies, bien qu'ils omettent commodément qu'il avait été erroné, et sa relation avec Arthur. Ils dressèrent le portrait d'une femme instable, opportuniste, prête à exposer sa fille à des relations inappropriées pour un gain financier. Arthur engagea le cabinet d'avocats en droit familial le plus prestigieux de France, ne ménageant aucune dépense pour défendre Claire. Leur équipe juridique était dirigée par Margot Chen, une avocate renommée spécialisée dans la protection des droits des mères lors de litiges sur la garde. Ils bâtirent méthodiquement un dossier démontrant l'exemplarité parentale de Claire, la stabilité de son foyer et le bonheur évident d'Élodie. Des témoins à caractère furent appelés à témoigner en faveur de Claire. Des enseignants parlant du succès académique et de la stabilité émotionnelle d'Élodie, des voisins ayant observé le dévouement de Claire pendant des années et des collègues attestant de son intégrité et de son éthique de travail. Même les employés d'Arthur vinrent témoigner des changements positifs qu'ils avaient observés chez leur PDG depuis qu'il faisait partie de la vie de la famille Watson. Mais le témoignage le plus puissant vint de la Dre Sarah Martinez, psychologue pour enfants, nommée par le tribunal, afin d'évaluer l'intérêt supérieur d'Élodie. Après avoir passé des heures à interviewer Élodie, à observer ses interactions avec Claire et Arthur et à examiner ses dossiers scolaires et médicaux, Dre Martinez dressa un portrait clair d'une enfant heureuse, équilibrée et épanouie dans son environnement actuel. Élodie Watson est l'une des enfants les plus émotionnellement sécurisées que j'ai rencontrées en 20 ans de pratique, déclara Dre Martinez. Elle témoigna qu'Élodie avait un attachement fort à sa mère, d'excellents résultats scolaires, des relations sociales saines et de grandes compétences en communication. Plus important encore, elle avait développé un lien significatif avec M. Dribbling, qu'elle appelait systématiquement « papa » et qui remplissait clairement un rôle parental essentiel dans sa vie. Le tournant de l'affaire survint lorsque Barbara elle-même fut interviewée par le conseiller du tribunal familial. Malgré son jeune âge, la fillette de 8 ans fit preuve d'une maturité et d'une clarté remarquables quant à ses sentiments et ses préférences. « Je ne veux pas vivre avec l'homme qui est parti », dit Élodie au conseiller avec une assurance impressionnante. « Il n'est pas mon papa. Arthur est mon papa. Il n'est jamais parti, pas une seule fois. Il me lit des histoires, m'aide avec mes devoirs et m'emmène à l'entraînement de foot. Quand je fais de mauvais rêves, il vient dans ma chambre et reste avec moi jusqu'à ce que je me sente en sécurité. » Quand on lui demanda ce qu'elle ressentait à l'égard de Marc, Élodie fut réfléchie, mais catégorique. « Il a l'air gentil, je suppose, mais il fait pleurer ma maman, et ça me rend triste. Arthur rend ma maman heureuse, et quand elle est heureuse, moi aussi. » Le conseiller lui demanda si elle souhaiterait passer du temps avec Marc, peut-être les week-ends ou pendant les vacances. Élodie réfléchit sérieusement avant de secouer la tête. « Non, merci. Je veux rester avec ma vraie famille, Arthur, maman et moi. Nous sommes une famille. L'autre homme n'est qu'un inconnu qui se trouvait là quand je suis né. » L'affaire de Marc commença à s'effondrer lorsque l'on constata que son intérêt soudain pour la paternité coïncidait étrangement avec la découverte de l'amélioration de la situation financière de Claire. Lors du contre-interrogatoire,
il admit qu'il n'avait fait aucun effort pour contacter Claire ou pour subvenir aux besoins d'Élodie pendant les 8 années suivant sa naissance. Ses prétentions à vouloir être père sonnèrent creux face à son absence totale dans la vie de sa fille. Le coup final intervint lorsque Margot Chen présenta des preuves sur les motivations réelles de Marc. Des détectives privés avaient découvert qu'il faisait face à d'importantes difficultés financières à Paris, notamment des dettes croissantes sur carte de crédit et la perte récente de son emploi. Son intérêt pour obtenir la garde semblait motivé principalement par le désir d'accéder à la richesse d'Arthur via les pensions alimentaires plutôt que par une réelle préoccupation pour le bien-être d'Élodie. La juge Patricia Williams, juge expérimentée au tribunal de la famille avec 30 ans d'expérience, rendit sa décision avec clarté et conviction. Pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant, ce tribunal doit considérer non seulement les relations biologiques, mais aussi la stabilité, l'amour et l'engagement que les adultes apportent à la vie d'un enfant. Bien que M. Rodriguez soit le père biologique d'Élodie, il a volontairement renoncé à toute revendication de cette relation lorsqu'il a abandonné Mme Watson pendant sa grossesse et n'a fait aucun effort pour faire partie de la vie de sa fille pendant 8 ans. En revanche, Mme Watson a fourni à Élodie un foyer aimant et stable, des soins excellents et des preuves claires de sa priorité donnée aux besoins de sa fille en toutes circonstances. Monsieur Stribling, bien qu'il ne soit pas le père biologique, a clairement assumé un rôle parental dans la vie d'Élodie et a créé un lien significatif avec elle, répondant à ses besoins émotionnels et développementaux. Le tribunal conclut que l'intérêt supérieur d'Élodie est de rester dans sa situation actuelle avec sa mère. La requête de M. Rodriguez pour la garde est rejetée. Il se verra accorder des droits de visite supervisés de 2 heures tous les 15 jours, sous réserve de la volonté d'Élodie de participer et d'un réexamen après 6 mois. À l'extérieur du tribunal, alors que Marc s'éloignait en colère avec son avocat, Arthur enveloppa Claire et Élodie dans ses bras, les serrant contre lui, tandis que tous trois laissaient couler des larmes de soulagement et de gratitude. « C'est fini », murmura Arthur dans les cheveux de Claire. « Vous êtes en sécurité. Nous sommes tous en sécurité. Personne ne pourra séparer notre famille. » Élodie leva les yeux vers les 2 adultes avec la sagesse d'une enfant qui avait traversé une épreuve difficile et en était sortie plus forte. « Nous allions toujours nous en sortir, » dit-elle avec assurance. « Nous avons les uns les autres, et c'est ce que font les familles. Elles restent ensemble. » Ce soir-là, assis dans leur appartement, tous les 3 réunis, en sécurité et protégés par l'amour qu'ils se portaient, Arthur prit une décision qui mûrissait dans son cœur depuis des semaines. « Claire, Élodie, » dit-il, sa voix sérieuse mais chaleureuse, « j'ai quelque chose de très important à vous demander. » Élodie leva les yeux de ses devoirs, sentant la gravité du moment. « Qu'est-ce que c'est, Arthur? » Arthur inspira profondément, se sentant plus nerveux que lors de n'importe quelle présentation ou réunion d'affaires. « Que penseriez-vous si nous vivions tous ensemble définitivement? Pas seulement pour des visites ou des dîners, mais vraiment comme une famille, partageant un foyer, construisant une vie ensemble. » Le cri de joie d'Élodie résonna probablement dans tout l'immeuble. « Vraiment, nous pourrions tous vivre ensemble tous les jours dans votre grande maison avec la piscine et la bibliothèque. » Arthur rit, un son riche d'amour et d'espoir. « Vraiment? Si ta maman dit oui, je n'aimerais rien de plus que de me réveiller chaque matin avec vous deux. » Il se tourna vers Claire, ses yeux sombres brillant de vulnérabilité et d'espoir. « Claire, je sais que nous n'avons pas été ensemble dans le sens traditionnel très longtemps, mais ces mois passés avec vous m'ont montré ce que l'amour véritable signifie, ce qu'est une famille, ce qu'est un foyer. Je veux être le père d'Élodie de toutes les manières qui comptent. Je veux être ton partenaire pour l'élever, pour construire notre vie ensemble,
pour affronter toutes les épreuves qui se présenteront. Acceptez-vous de prendre ce risque avec moi pour toujours? La réponse de Claire se lisait dans ses larmes, son sourire radieux et la manière dont elle l'embrassa, tandis qu'Élodie riait et s'exclamait entre eux. « Oui, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Oui à tout, oui à la famille, oui pour toujours, oui pour construire une belle vie ensemble. » 3 mois plus tard, des camions de déménagement étaient alignés devant l'immeuble Maple Gardens, alors que Claire et Élodie se préparaient à quitter le petit appartement qui avait abrité tant d'amour et de lutte. Arthur avait insisté pour engager des déménageurs professionnels pour tout gérer. Mais Claire voulait emballer elle-même la chambre d'Élodie, enveloppant soigneusement chaque objet précieux pour le voyage vers leur nouvelle vie. Le manoir d'Arthur avait été complètement transformé pour leur arrivée. Ce qui était autrefois un espace stérile et impersonnel bourdonnait maintenant de vie et de chaleur. Les murs, autrefois décorés d'œuvres coûteuses mais froides, exposaient désormais les dessins colorés d'Élodie et des photos de famille. La salle à manger formelle avait été convertie en un espace familial confortable, avec une grande table pour les repas, les devoirs et les jeux de société. La nouvelle chambre d'Élodie dépassait tous ses rêves, peinte dans sa nuance de violet préférée, avec un coin lecture près de la fenêtre, des étagères intégrées pour sa collection de livres grandissante et un bureau pour ses devoirs et ses créations artistiques. Mais sa partie préférée restait le salon familial, qu'Arthur avait aménagé avec des canapés confortables autour d'une cheminée et de grandes fenêtres donnant sur le jardin, où ils se réuniraient chaque soir. Le jardin lui-même avait été entièrement repensé, avec une aire de jeu, un potager que Claire pourrait cultiver et beaucoup d'espace pour qu'Élodie puisse faire du vélo lorsqu'Arthur le lui rendrait. La piscine, autrefois un simple luxe coûteux, était désormais sécurisée et adaptée aux enfants, prête à devenir le centre des moments de plaisir en famille et des cours de natation d'Élodie. Alors qu'elle transportait les derniers cartons de l'ancien appartement, Élodie s'arrêta dans l'escalier et regarda la porte portant le numéro 2B. « Cet endroit va me manquer, » dit-elle pensivement. « C'était un bon foyer pour nous, n'est-ce pas, maman? » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux en regardant autour de la cour, où Élodie avait appris à faire du vélo, où ils avaient construit des bonhommes de neige lors de cette première neige magique avec Arthur, où ils avaient lutté, survécu et finalement prospéré. C'était un foyer merveilleux, ma chérie. Il nous a protégés et nous a donné un endroit pour nous aimer les unes les autres. Mais maintenant, nous sommes prêtes pour notre prochaine aventure. Allons-nous jamais revenir rendre visite? Demanda Élodie. Arthur, qui chargeait la dernière boîte dans sa voiture, s'approcha et se mit à genoux près d'Élodie. « Nous pourrons venir visiter quand tu voudras, ma chérie. Cet endroit restera toujours spécial, parce que c'est là que notre famille a vraiment commencé, où j'ai rencontré toi et ta maman, où nous avons appris à nous aimer. » Élodie hocha la tête solennellement, puis son visage s'illumina soudain. Et c'est là que j'ai compris que parfois, quand on renonce à quelque chose qu'on aime, on reçoit quelque chose de encore meilleur en retour. Exactement, Élodie. La gorge d'Arthur se serra d'émotion en se souvenant de ce premier matin où Élodie se tenait au coin de la rue, prête à sacrifier sa possession la plus précieuse pour le bien de sa maman. C'est exactement ça, Élodie. Parfois, les plus belles choses naissent des moments les plus difficiles. Alors qu'ils traversaient Fresno pour rejoindre leur nouvelle maison, leur véritable foyer, l'endroit où ils allèrent construire leur avenir ensemble, Élodie bavardait avec enthousiasme sur toutes les choses qu'elle voulait faire dans sa nouvelle maison. Elle voulait aider Arthur à planter des fleurs dans le jardin, apprendre à nager dans la piscine, et peut-être même avoir un chiot pour leur tenir compagnie. « On peut avoir un chien, Arthur ?» demanda Élodie en bondissant sur son siège. « J'ai toujours voulu un chiot, mais notre appartement n'autorisait pas les animaux. »
Arthur croisa le regard de Claire dans le rétroviseur et la vit rire devant l'enthousiasme d'Élodie. « Je pense qu'un chiot serait un ajout merveilleux à notre famille, » dit-il. « Mais d'abord, installons-nous dans notre nouvelle maison. Ensuite, nous irons au refuge pour animaux trouver le chien parfait pour nous. Ça, c'est le meilleur jour de ma vie, » s'exclama Élodie. Et les deux adultes durent reconnaître qu'elle avait raison. Le printemps se transforma en un été radieux, tandis que la famille Stribling-Watson s'installait dans sa nouvelle vie. Arthur découvrit la joie profonde des routines domestiques, les petits déjeuners en famille avant le camp de jour d'Élodie, les baignades en soirée dans leur piscine, les sorties du week-end au marché de producteurs et aux festivals locaux. Il apprit à tresser les cheveux d'Élodie pour ses entraînements de football, maîtrisa l'art de préparer ses pancakes préférés et devint un expert pour lire les histoires du soir avec toutes les voix des personnages. Claire se transforma également, s'épanouissant dans la sécurité et l'amour qu'Arthur lui apportait. Sa chaleur naturelle et son intelligence prospérèrent désormais qu'elle ne portait plus seule le fardeau de la maternité. Elle retourna à l'école à temps partiel pour poursuivre son MBA, un rêve ancien qu'elle n'avait jamais eu les moyens ou le temps de réaliser. Arthur soutint pleinement ses études, ajustant son propre emploi du temps pour que jamais Élodie ne soit privée de la présence d'un parent. Mais c'est Élodie qui connut la transformation la plus remarquable. Sûre d'être aimée et désirée par ses deux parents, elle s'épanouit en une enfant confiante et joyeuse, brillante à l'école, se faisant facilement des amis et abordant la vie avec optimisme et curiosité. La petite fille inquiète, qui se tenait autrefois au coin de la rue pour sauver sa famille, avait fait place à une enfant heureuse, sûre de sa valeur et protégée. À l'approche de son 8e anniversaire, à la fin du printemps, Arthur préparait secrètement quelque chose de spécial. Le vélo rose qui les avait tous réunis avait été soigneusement conservé dans son garage. Pendant plusieurs mois, il avait travaillé avec un spécialiste de restauration sur mesure pour en faire un objet extraordinaire. Le vélo avait été entièrement reconstruit depuis sa base. Le cadre avait été décapé jusqu'au métal nu et repeint dans le rose préféré d'Élodie. Mais désormais, il brillait avec une peinture de qualité automobile, inaltérable. Tous les composants avaient été remplacés par des pièces chromées polies à la brillance miroir. Les roues avaient été reconstruites avec des rayons premium et montées avec des pneus à flanc blanc dignes d'un rêve américain classique. Le panier en osier avait été entièrement restauré et renforcé, puis rempli de marguerites en soie blanche et jaune. De nouvelles guirlandes de guidons roses et blanches flottaient comme des bannières de fête. Un siège confortable avait été recouvert de cuir rose avec des surpiqûres blanches, et des garde-boue chromés avaient été ajoutés pour protéger Élodie des éclaboussures lorsqu'elle traversait les flaques. Mais la touche la plus spéciale était une petite plaque en chrome fixée sur le guidon, gravée d'une élégante inscription. Pour Élodie Watson Stribling, la petite fille courageuse qui a changé ma vie à jamais. Avec tout mon amour, Papa Arthur. La fête d'anniversaire se déroula dans leur jardin, avec les camarades de classe d'Élodie de sa nouvelle école, courant autour de la piscine, jouant sur les équipements de jeux élaborés qu'Arthur avait installés et profitant de la célébration que chaque enfant mérite. Claire se tenait aux côtés d'Arthur, regardant leur fille rire avec ses amis, admirant le chemin parcouru depuis ce matin désespéré où Élodie avait tenté de vendre son vélo. « Es-tu heureuse ?» demanda Arthur doucement, éprouvant parfois encore le besoin d'être rassuré, que leur histoire d'amour était réelle et durable. « Plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer, » répondit Claire en serrant sa main. « Il y a 1 an, je n'aurais jamais cru à tout cela. Tu ne nous as pas seulement sauvés, Arthur. Tu nous as donné une vie au-delà de nos rêves les plus fous. »« Non, » dit Arthur en la rapprochant de lui et en l'embrassant sur la tempe. « Toi et Élodie m'avez sauvé.
Je ne faisais qu'exister avant de vous rencontrer toutes les deux. Maintenant, je vis vraiment pour la première fois de ma vie. » Quand arriva le moment de présenter le cadeau, Arthur fit apparaître le vélo restauré, maintenant étincelant comme un joyau sous le soleil de l'après-midi. Un souffle collectif monta parmi les invités à la vue de cette magnifique machine. Mais c'est la réaction d'Élodie qu'Arthur chérirait toute sa vie. Elle resta un long moment à le contempler, les petites mains pressées contre sa bouche, les yeux bleus remplis de larmes de joie pure. « C'est mon vélo », murmura-t-elle, sa voix remplie d'émerveillement. « Mon vélo rose que j'avais vendu pour aider maman. Mais il est encore plus beau que dans mes souvenirs. Tout comme toi et ta maman avaient rendu ma vie plus belle que je n'aurais jamais pu l'imaginer, » dit Arthur doucement, tandis qu'Élodie se jeta dans ses bras avec tant d'enthousiasme qu'il recula en riant. « Tu l'as gardé en sécurité pour moi, » dit Élodie, la voix étouffée contre son épaule. « Tu as pris soin de ma chose la plus précieuse et tu l'as rendue parfaite à nouveau, tout comme tu as pris soin de mon cœur et l'as rendu parfait à nouveau, » répondit Arthur, la serrant fort tandis que Claire entourait les deux de ses bras. « Puis-je l'essayer maintenant, s'il te plaît ?» supplia Élodie, montant déjà sur le vélo avant qu'Arthur n'ait eu le temps de répondre. Alors qu'il ajustait la hauteur de la selle, Arthur constata combien elle avait grandi depuis ce matin presque un an auparavant, quand elle se tenait au coin de la rue. Il s'émerveilla de tout ce qui avait changé dans leur vie. Le vélo, qui représentait autrefois le désespoir et le sacrifice, symbolisait désormais l'amour, la restauration et de nouveaux départs. Élodie vacilla légèrement au début, ses muscles ayant besoin d'un instant pour se réhabituer à pédaler. Puis elle trouva son équilibre et commença à tourner avec assurance autour du patio. Son rire résonnait dans le jardin, pur, joyeux et libre, tandis que les guirlandes roses flottaient depuis le guidon comme des bannières de fête et que les marguerites en soie rebondissaient doucement dans leur panier en osier. « Regardez, papa Arthur, regardez maman !» cria-t-elle en prenant de la vitesse et de la confiance. « Je sais encore faire du vélo, et c'est encore mieux qu'avant. » Arthur sentit la main de Claire glisser dans la sienne, tandis qu'ils regardèrent leur fille. Leur fille, à tous les égards importants, chevaucher son vélo adoré sous la lumière dorée de l'après-midi dans leur jardin. La transformation était complète, non seulement celle du vélo, mais celle de toute leur vie. Alors que la fête touchait à sa fin et que les derniers invités quittèrent les lieux, tous trois restèrent dans le jardin, tandis que le soleil se couchait sur Fresno, peignant le ciel de nuances roses, assorties parfaitement au vélo d'Élodie. Elle avait enfin cessé de pédaler assez longtemps pour montrer à Arthur et Claire chaque détail de la restauration, son excitation débordant alors qu'elle découvrait chaque touche spéciale qu'il avait ajoutée. « Papa Arthur », dit-elle soudain, utilisant le nom qui s'était naturellement imposé au fil des mois. « Puis-je te poser une question importante? »« Bien sûr, ma chérie. Tu peux me demander ce que tu veux. » Élodie resta silencieuse un instant, réfléchissant avec soin à ses mots, avec le sérieux qu'elle apportait à toutes les questions importantes. « Ce jour-là, quand tu as acheté mon vélo, savais-tu que nous allions devenir une famille? » Arthur échangea un regard avec Claire, se souvenant tous deux de ce matin désespéré qui avait changé leur vie à jamais. « Non, Élodie, je ne le savais pas alors. Je savais seulement que tu étais une petite fille, très spéciale qui essayait d'aider sa maman. Et je voulais aider aussi. Mais tu as gardé mon vélo en sécurité, même quand tu ne me connaissais pas très bien, » observa Élodie. « Et tu nous as rendu visite. Tu as aidé maman à retrouver son travail, et tu es devenu mon ami. Ça me semble être des choses que fait une famille. »« Tu as raison, » répondit Arthur, frappé par sa sagesse. « Je crois que mon cœur savait peut-être que nous allions devenir une famille avant que mon cerveau ne le comprenne. » Élodie hocha la tête, comme si cela avait parfaitement du sens pour elle.
Je suis contente que tu aies acheté mon vélo ce jour-là. Si tu ne t'étais pas arrêté pour m'aider, nous ne t'aurions peut-être jamais rencontré, ni appris que toi aussi, tu avais besoin d'une famille, tout comme nous avions besoin d'un papa. » Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel sombre, ils se dirigèrent vers leur salon familial, où Arthur aida Élodie à ranger soigneusement son vélo restauré à sa place d'honneur près de la fenêtre. Demain, elle irait au parc avec, montrerait son vélo à ses amis et commencerait à créer de nouveaux souvenirs avec son précieux bien. Mais ce soir-là, il restait un magnifique rappel que l'amour pouvait transformer même les circonstances les plus difficiles en quelque chose de miraculeux. Élodie s'installa entre Arthur et Claire sur leur canapé confortable, la tête sur l'épaule d'Arthur et les jambes étendues sur les genoux de Claire. Les adultes échangèrent des regards de contentement parfait au-dessus de sa tête blonde, admirant le parcours qui les avait menés à ce moment de paix et de bonheur absolu. « Raconte-moi encore l'histoire » demanda Élodie, à moitié endormie, bien qu'elle l'ait entendu des dizaines de fois, au sujet du jour où il avait acheté son vélo et où ils étaient devenus une famille. Arthur commença alors l'histoire devenue leur légende familiale, le récit d'une petite fille assez courageuse pour sacrifier son bien le plus précieux par amour, d'une mère assez forte pour reconstruire sa vie après une trahison, et d'un homme assez riche pour tout acheter, mais assez sage pour comprendre que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent pas s'acheter. Elles ne peuvent être que partagées, chéries et offertes librement d'un cœur à un autre. Alors que la respiration d'Élodie devenait lente et régulière contre sa poitrine, Arthur continua l'histoire à voix basse, racontant comment un vélo rose était devenu le pont entre trois cœurs solitaires, comment l'amour avait grandi dans les endroits les plus inattendus et comment une famille était née, non pas du sang ou d'une obligation, mais du choix, de l'engagement et du courage d'ouvrir son cœur à la possibilité. Claire écoutait la voix douce d'Arthur raconter leur histoire, le cœur rempli de gratitude pour les caprices du destin qui les avait réunis. Elle repensa à ce terrible matin où Élodie avait traîné son vélo dans les escaliers de l'appartement, au désespoir et au sentiment d'impuissance qu'elle avait ressenti, à l'impossibilité qu'un moment si sombre puisse mener à leur plus grand bonheur. Dehors, Fresno dormait paisiblement sous un ciel étoilé. Mais à l'intérieur de leur maison, trois cœurs battaient en parfaite harmonie, synchronisés par l'amour et liés par les liens indéfectibles d'une famille choisie. Le vélo rose veillait près de la fenêtre, son chrome brillant à la lueur des lampes, un magnifique rappel que parfois les choses que l'on laisse partir nous reviennent transformées, restaurées et plus précieuses que nous n'aurions jamais osé l'imaginer. Dans les mois qui suivirent, leur vie ensemble s'installa dans le rythme confortable d'une famille ayant trouvé son équilibre parfait. Arthur découvrit que le succès mesuré en rapport trimestriel et marge bénéficiaire pâlissait en comparaison du plaisir d'entendre Élodie parler avec enthousiasme de sa journée d'école ou de voir le sourire chaleureux de Claire l'accueillir chaque soir. Il apprit que les réunions les plus importantes étaient celles qui se tenaient autour de la table de la cuisine, discutant des devoirs d'Élodie ou planifiant des aventures du week-end. Claire s'épanouit dans la sécurité de l'amour et du soutien d'Arthur. Elle poursuivit son MBA avec une confiance renouvelée et vit Élodie s'épanouir d'une manière que la maternité seule rendait difficile. Elle ne restait plus éveillée la nuit à s'inquiéter pour le loyer ou les courses, mais rêvait plutôt de l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Peut-être d'autres enfants, certainement plus d'aventures, et assurément plus d'amour que n'importe quelle famille ne pourrait espérer posséder. Élodie resta le cœur de leur foyer, sa joie et son innocence rappelant chaque jour aux adultes ce qui comptait vraiment dans la vie. Elle excellait à l'école, se faisait des amis facilement et abordait chaque journée avec la confiance d'une enfant qui savait, sans aucun doute, qu'elle était aimée, désirée
et chérie par ses deux parents. Les dimanches matins tranquilles, Arthur se surprenait souvent à rester dans la cuisine, regardant Claire apprendre à Élodie à préparer des pancakes ou l'aider dans un projet artistique, se sentant submergé par l'abondance de sa vie. Le manoir qui autrefois lui avait semblé une belle prison résonnait désormais de rires, de musique et des innombrables petits sons qui transforment une maison en foyer. Un soir, au début de l'automne, alors qu'ils étaient assis ensemble sur la terrasse arrière, regardant Élodie s'entraîner à faire des figures de plus en plus complexes avec son vélo dans le jardin, Claire fit une remarque qui resterait gravée dans la mémoire d'Arthur pour toujours. « Tu sais ce que j'aime le plus dans notre histoire ?» dit-elle, sa main trouvant la sienne, tandis qu'ils observèrent leur fille naviguer sur un parcours en 8 qu'elle avait créé avec des cônes. « Quoi donc ?» demanda Arthur, portant ses doigts à ses lèvres pour un tendre baiser. Tout a commencé avec Élodie, prête à renoncer à ce qu'elle aimait le plus pour aider quelqu'un d'autre. Et cette même générosité, ce même amour, c'est ce qui nous a tous réunis. Elle nous a appris à tous les deux ce que signifie mettre la famille en premier, à faire des sacrifices par amour, à croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Arthur regarda Élodie terminer son parcours avec un cri triomphant, ses cheveux blonds flottant derrière elle alors qu'elle pédalait, son rire se mêlant à la brise du soir. Elle était la professeure, et nous étions les élèves, acquiesça-t-il. Une petite fille de 7 ans avait appris à un adulte comment aimer. Et maintenant, regarde-nous, dit Claire en désignant leur belle maison, leur fille épanouie, leur vie qui semblait presque trop belle pour être vraie. Nous sommes la preuve vivante que les contes de fées peuvent devenir réalité, que les familles peuvent être créées par l'amour et non uniquement par la biologie, que les secondes chances peuvent mener aux premiers amours. Comme pour sentir leur attention, Élodie vint vers eux et s'arrêta parfaitement devant leur chaise. « Vous voulez me voir rouler sans les mains ?» demanda-t-elle, sachant déjà que la réponse serait un « fais attention », inquiet mais aimant des deux adultes. « Montre-nous » dit Arthur, « mais reste où nous pouvons te voir et n'oublie pas ton casque. » Alors qu'Élodie s'éloignait pour montrer sa nouvelle compétence, Arthur réfléchissait au chemin qui les avait menés à ce moment. Il y a 1 an, il se mesurait en dollars et en réussite professionnelle. Maintenant, il se mesurait en histoire du soir lu, matchs de foot assistés, dîners en famille partagés et innombrables petits moments qui composent une vie bien vécue. Le vélo rose qui avait tout commencé restait l'objet préféré d'Élodie. Mais désormais, il représentait non plus le sacrifice et le désespoir, mais la restauration et l'espoir. Chaque fois qu'elle pédalait, Arthur se rappelait ce matin qui avait changé leur vie, quand le courage d'une petite fille avait ouvert son cœur à des possibles qu'il n'avait jamais imaginés. Au fil des saisons, et alors que leur première année en tant que famille complète laissait place à la 2e, puis à la 3e, l'histoire du vélo rose devint une légende familiale, racontée et racontée lors des anniversaires et des moments calmes avec de nouveaux amis. Elle fut transmise comme l'histoire fondatrice de la famille Watson-Stribling. Élodie grandit, devint plus forte et finit par dépasser son vélo rose adoré. Mais Arthur veilla à ce qu'il soit soigneusement conservé dans leur garage, poli et entretenu, prêt pour le jour où peut-être une autre petite fille de leur famille aurait besoin d'un vélo à elle. Car d'ici là, Arthur et Claire avaient commencé à envisager la possibilité d'agrandir leur famille, de donner à Élodie les frères et sœurs qu'elle avait commencé à demander, de remplir leur maison de encore plus d'amour et de rire. Mais ce sera une autre histoire. Pour l'instant, il suffit de savoir que le vélo rose, avec son panier en osier et ses rubans d'encens, continue de représenter le miracle qui peut se produire quand les besoins désespérés rencontrent un amour généreux, quand les cœurs brisés trouvent la guérison dans des lieux inattendus, et quand 3 personnes solitaires découvrent qu'ensemble elles forment une famille parfaite.
le vélo reste à sa place d'honneur. Un témoignage de la vérité que les plus belles histoires commencent souvent par les moments les plus difficiles, que l'amour peut transformer n'importe quelle situation, et que parfois, lorsque nous avons le courage de renoncer à ce que nous pensons avoir besoin, nous découvrons ce que nous méritons réellement, ce qui est toujours bien plus que nous n'aurions jamais osé rêver. Au final, Arthur Lefèvre apprit qu'il s'était trompé sur presque tout ce qui comptait. Le succès ne se mesurait pas en compte bancaire ou en réussite professionnelle. Un foyer n'était pas un bâtiment, peu importe combien il était cher ou bien aménagé. Et la famille ne se définissait pas par le sang, ni par des circonstances parfaites. Il s'agissait de se montrer chaque jour avec amour, engagement et la volonté de placer le bonheur d'autrui avant le sien. Claire Watson apprit qu'elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé, que demander de l'aide n'était pas une faiblesse, mais une sagesse, et que l'amour pouvait se manifester sous des formes qu'elle n'avait jamais envisagées, et en venant de directions qu'elle n'aurait jamais soupçonnées. Elle comprit que la maternité seule avait été un chapitre de son histoire, pas tout le livre, et que les meilleurs chapitres restaient à écrire. Et Elodie Watson apprit qu'avoir le courage d'aider quelqu'un qu'on aime peut changer non seulement sa vie, mais aussi la sienne. Que les familles peuvent se former de façon inattendue et que parfois, les choses les plus précieuses sont celles qui reviennent transformées et plus belles qu'avant. Quant au vélo rose lui-même, il apprit peut-être la leçon la plus importante. Que les objets deviennent des trésors, non pas pour leur valeur monétaire, mais pour l'amour qu'ils représentent, les souvenirs qu'ils contiennent et les histoires qu'ils aident à créer. Il avait été transformé d'un simple jouet d'enfant en un symbole de sacrifice, d'amour, de restauration et d'espoir. Et au fond, n'est-ce pas ce que sont toutes les plus belles histoires d'amour? Des récits de transformation, de personnes, de choses et de circonstances rendues belles par l'amour, de cœurs brisés rendus entiers, de vies solitaires enrichies et de moments ordinaires rendus extraordinaires par le simple fait de se soucier davantage du bonheur d'autrui que du sien. Le vélo rose continue de briller dans le garage des Watson Stribling, prêt pour sa prochaine aventure, prêt à porter de nouveaux rêves et à créer de nouveaux souvenirs. Car les meilleures histoires, comme les meilleurs vélos, sont faits pour durer, conçus pour être transmis de génération en génération, emportant avec eux tout l'amour, l'espoir et les possibles qui rendent la vie non seulement digne d'être vécue, mais digne d'être célébrée. Et si vous écoutez attentivement, lors des soirées d'été tranquilles à Fresno, vous pourriez encore entendre l'écho du rire d'une petite fille pédalant sur son vélo rose dans les rues de son quartier. Elle ne fuyait plus le désespoir, mais filait vers la joie, portant avec elle la certitude qu'elle est aimée, désirée et chérie au-delà de toute mesure, ce qui, après tout, est la seule chose dont nous avons vraiment besoin. Nous aimerions connaître vos impressions sur cette belle histoire d'amour. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce récit rempli d'émotions et de surprises. Donnez-nous votre prénom, le lieu d'où vous nous regardez, et notez cette histoire de 0 à 10 si elle a touché votre cœur. Et si vous avez aimé l'intrigue, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires incroyables à venir. À la prochaine fois.